OK, bonjour tout le monde. Ben, merci d'abord pour le lieu, Centenaire actuel, de m'avoir invité ici pour d'abord exposer puis faire cette conférence-ci. Euh, la conférence que je vais faire aujourd'hui, c'est principalement sur le collodion humide. C'est une conférence qui va durer environ 45 minutes. Il va y avoir à peu près 15 minutes et peut-être plus. Vous avez plus de questions à la fin pour répondre. Puis je vais être là pour te répondre à vos questions. Ça va? Moi aujourd'hui, c'est ça, je parle de mon travail photographique, un peu mon parcours photographique, comment je suis arrivé à la technique du collodion. Puis, on va survoler aussi mes différents parcours pour que vous puissiez comprendre un petit peu les liens qu'il y a à travers tout ça, à travers mes pratiques parallèles qui sont aussi la performance, l'installation, puis en bout de ligne, le collodion humide. Donc, moi, ma conférence, c'est sûr que ça va être accompagné d'images. Je vais vous montrer des images. J'essaie de mettre des images qui sont pas dans la salle, qui sont pas dans l'exposition. Puis, en même temps, je vais vous donner plus d'informations pour que vous puissiez mieux assimiler mes thématiques de travail, puis mes recherches. Donc, tout d'abord, en fait, qu'est-ce que c'est le collodion humide? Le collodion humide, c'est vraiment une technique qui a remplacé le daguerreotype à la fin des années 1840. Le collodion humide, c'est né en 1851. C'est une méthode qui est chimique, qui est complexe, mais qui est à l'origine aussi du terme de la photographie. Donc, c'est un procédé qui a été développé à l'époque parce que le portrait, ça prenait de plus en plus d'importance dans la société. Donc, puisque je m'intéresse au portrait dans le paysage, c'est vraiment mon intérêt, parce que j'aime tout ce qui est fait à la main, le faire à la main, les procédés anciens. Moi, je me suis intéressé au collodion humide en 2018. Donc, pour que tout le monde puisse visualiser qu'est-ce que le collodion humide, c'est sûr que moi, tantôt, je vais faire une brève description, une brève démonstration, en fait, de comment ça fonctionne, le collodion humide. Mais par contre, il n'y aura pas de chimie ici. Ça va être avec l'appareil qui est juste ici, donc la caméra à soufflet. Je vais vous faire ça un petit peu plus tard, là. Donc, juste pour vous donner une petite idée comment tout ça a commencé. Donc, en 2002, moi, j'ai appris la photographie argentique à l'Université Laval. À cette époque-là, comme vous le savez, il y avait des appareils à pellicule, des chimies, il y avait une chambre noire, on travaillait sur du papier sensible. C'est là que j'ai commencé à faire mes expérimentations. Puis, il faut se rappeler qu'en 2002 aussi, les appareils numériques qu'on avait là-bas, c'était à 2 mégapixels. Donc, c'était pas vraiment des bonnes images. Du moins, c'est pour ça que je continuais à faire mes diapositives là, pour garder toute une mémoire de ce que j'avais fait, là. Donc, 2 ans plus tard, j'ai délaissé la photographie parce que je m'investissais un petit peu plus dans leur performance. J'ai profité de l'arrivée d'Internet pour voyager à travers le monde, pour présenter mon travail jusqu'en 2015. Puis, ça m'a permis de présenter plusieurs performances, parfois seul, parfois en collectif, avec le lieu. Je pense que j'ai parcouru à peu près 150 villes de 28 pays. Puis, ça m'a permis, en fait, de développer un style que vous allez peut-être voir, que vous allez voir dans le travail qui est derrière moi, là, du moins, là. Et ça, c'est des photos d'installation que j'avais faites en 2007. Donc,
En 2007, je fais un retour à la photographie, mais cette fois-ci, je vais travailler beaucoup plus en numérique. Donc, je venais de terminer ma maîtrise en art visuel à Chicoutimi, donc à l'UQAC. Puis, j'étais spécialisé à ce moment-là en performance puis en installation. Et puis, j'ai décidé de refaire un retour à la photographie, mais cette fois-ci, de travailler la photographie, mais teintée de ces deux pratiques-là là, que je venais de finir de travailler, donc la performance puis l'installation. Donc là, on peut le voir un petit peu plus ici. Donc, j'avais besoin de m'éloigner de la performance à ce moment-là pour nécessairement découvrir d'autres choses, apprendre d'autres choses, parce que j'avais l'impression que ben, j'étais un petit peu aussi... tu sais, à un moment donné, quand on fait souvent la même chose, c'est un peu redondant. Donc, j'avais besoin de déconstruire un petit peu qu'est-ce que j'avais appris pour comprendre qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce qui m'intéressait. Donc, mon travail photographique à ce moment-là étudiait plus les postures, les mises en scène, les idées éclatées. Je voulais comprendre l'appareil numérique parce qu'à ce moment-là, c'était nouveau pour moi. Fait que c'est pour ça que je suis allé dans différentes directions. Donc, moi, j'ai décidé de m'aventurer en photographie puis en vidéo parce que la documentation photographique puis vidéographique que j'avais de mes performances, c'était un peu de pied de qualité parce que souvent dans des festivals, là, c'est un peu fait à la va-vite. Ça dépend si un festival, disons, quelqu'un été engagé pour faire ça. Sinon, quand on est en tournée, c'est souvent entre nous qu'on fait ça. Donc, je voulais faire mes propres shootings avec des idées de performance, puis ben, je mettais mes amis dans ça parce que je trouvais que il était plus beau que juste me voir moi dans mes propres concepts. Fait que ben, comme ça, je pouvais réaliser mes concepts mentaux, puis j'avais l'impression que c'était plus juste, là, c'était plus pertinent du moins, là. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans la plupart des photos? C'est des photos plus d'ordre, des photos plasticiennes qu'on nomme. Puis, ben, mes images étaient plus articulées vers les arts visuels. Il y a souvent en tout cas, du moins c'est mon cas. On voit un petit peu de l'installation. Il y a comme la notion du performatif. C'est pas nécessairement des collages que je fais dans des environnements avec l'ordinateur, parce que bon, je me trouve pas vraiment bon dans ce domaine-là, mais en même temps, aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus le choix de faire quelques retouches de temps en temps. Fait que en 2013, j'ai fait une résidence de 2 mois en France. C'était un échange entre le Québec puis l'Alsace. Puis là, ben, je suis allé, j'avais proposé un projet pour aller faire des photos dans des mines d'argent. Puis ça, c'était à Sainte-Marie-aux-Mines. Donc, on voit 2 types de mines dans les photos que je vous présente. Il y a une mine qui a été dynamitée, puis il y a une autre mine qui a été creusée à la main dans le temps des Romains. Puis ça, comme vous voyez ici, là, c'est une mine qui a été dynamitée. Là, on peut le voir comment on a plus de place. Puis là, ben, quand on arrive avec une mine qui est comme ça, disons, avec le personnage qui est habillé en jaune, ben là, c'est plus restreint, là. Donc, des fois, ça, c'est le fun parce qu'on arrivait à un carrefour, fait que c'était plus large, mais des fois, il y avait des contraintes là, de travail, là, surtout en souterrain. Premièrement, il faut pas être claustrophobe parce que quand on voit le trou, là, ben, je peux vous dire, c'est pas tout le monde qui rentre là-dedans. Donc ça, c'était un pari que je m'étais dit. Je savais pas si j'étais claustrophobe. Finalement, ça n'a pas été le cas. Mais tu sais, c'est des tunnels qui vont loin. Dans ces types de mines-là, c'est des tunnels de 300 mètres et plus. Puis, faut quand même que tu regardes où tu vas parce que tu peux tomber dans des trous. C'est des couloirs qui sont assez restreints. Tellement restreints que des fois, tu n'es pas capable de mettre ton trépied parce que c'est pas assez large. Puis, faut être quand même organisé parce que la lumière qu'on utilisait, c'est que c'est une lumière qui reste à pleine capacité durant 1 minute. Donc, c'était une lumière, en fait, qui était plus jaunâtre, c'était pas des LED.
toute façon, l'électricité, où était la mine, c'était impossible d'amener ça là. Donc, c'était comme une sorte de lumière qu'on doit brasser. C'est une pierre avec... bon, c'est... J'ai jamais vraiment compris le concept, mais c'est un petit liquide qui tombe sur une pierre, puis qui donne finalement de la puissance à la lumière, puis la flamme, puis tout ça. Les modèles, ben c'est ça, c'est que qu'est-ce qui était le plus difficile, c'était qu'ils restent statiques, parce que c'était des pauses qui étaient des fois entre 2, 3 secondes, dépendamment en fait du réglage. Ça me prenait des fois une heure, faire une photo, parce que j'avais travaillé avec des étudiants qui étaient du secondaire, du cégep, puis c'est ça, primaire, secondaire, puis collège. Donc, il fallait que, moi, je leur avais demandé d'apporter des objets du quotidien, puis à partir de là, dehors, devant la mine, ben, je décidais, c'était pas mal improvisé, mais qu'est-ce que j'allais faire, puis à partir de là, ben, il fallait qu'il y ait 3 points d'appui pour vraiment que ça bouge pas, parce qu'il y a eu beaucoup de photos où il y avait des flous, là, parce que les gens, finalement, bougeaient quand même pas mal. Donc, en 2008 puis 2013, j'ai fait plusieurs shootings photos avec un appareil amateur. J'avais juste un seul objectif à ce moment-là. Puis, ben, j'avais pas vraiment les moyens de me payer, disons, plusieurs équipements professionnels parce que ça coûte quand même assez cher. Puis, ben, c'est sûr que mes photos, j'ai trouvé redondantes. Je shootais en manuel, en automatique, mais quand tu fais de la photographie avec un seul objectif, des fois, ben, tu as l'impression que toutes tes autres photos sont pareilles, du moins. Peut-être parce que je me tanne facilement, je sais pas trop. Donc, en 2013 puis 2015, j'ai presque pas fait de photos pour ces raisons-là. Puis, ben, comme vous le savez, la vitesse à laquelle évolue la technologie, ben, ça m'a fait comprendre que je devais peut-être aller vers des solutions qui étaient alternatives. Donc, pour arriver à mes fins, pour poursuivre mes recherches en photographie. C'est pour ça que je me suis dirigé vers la photographie alternative et numérique. Donc, en 2015, je naviguais sur Internet. Puis, j'ai compris que je pouvais adapter des objectifs argentiques sur des appareils numériques grâce à un artiste qui s'appelle Matthew Stern, puis un autre qui s'appelle Pierre Tizignan. À partir de ce moment-là, je me suis mis aussi à rechercher des livres dans cette direction-là. J'ai lu l'ouvrage La saga des Sténopées qui m'a grandement ouvert l'esprit vers d'autres types de photos, mais là, on revient bien plus vers l'argentique. Puis, j'ai commencé à faire des solarigraphies. Puis, je me suis inspiré beaucoup du travail de Julien Faure. Donc, ça, c'était une solarigraphie. C'est sûr que les longues expositions, ça m'attirait aussi. Donc, j'achetais beaucoup de filtres pour finalement pouvoir faire ça. Le travail de Catherine Aboumrad, ça m'a encouragé à aller vers une photographie peut-être plus alternative aussi. Puis travailler les longues durées. Donc, j'ai commencé à fabriquer à ce moment-là mes propres objectifs maison. Donc là, on tombe dans quelque chose de plus expérimental. Donc, quand tu travailles dans cette voie-là, c'est sûr qu'il faut que tu comprennes, faut que tu deviennes expert finalement de toutes les fonctions manuelles. Donc ça vient, ça commence à être quand même très expérimental parce que quand tu travailles avec des différents objectifs, ben, au départ, je les ai achetés sur eBay. C'était moins cher qu'aujourd'hui. J'ai les acheté des fois entre 5 $ et peut-être 70 $. Je prenais les verres à l'intérieur, j'en supprimais, j'essayais de faire des trucs. Puis là, je me suis intéressé à matérialiser finalement l'air, donc qui est ambiant à travers tous différents éléments. Puis je me suis dit, bon, OK, donc on va continuer dans cette direction-là. Je mêlais plusieurs lentilles ensemble.
Là, j'ai compris qu'il fallait vraiment avoir des formules mathématiques, que ça soit plus vigoureux, parce qu'en fait, moi, j'étais un petit peu... je tournais les coins assez ronds, là, si on veut, là. Fait que mes lentilles tenaient avec du tape. Fait que... parce que tu peux pas les coller tant que tu sais pas si ça marche. Puis des fois, tu t'es colles, puis ça marche plus. Fait que ça fait quand même assez spécial, là. Fait que au départ, ben, c'est ça, ça tenait beaucoup avec du tape. Moi, qu'est-ce que j'aimais, c'était les aberrations, les flous. Bien sûr, dans ce type de recherche-là, le milieu est quand même au focus, puis tout qu'est-ce qui est alentour, ben là, on tombe dans des flous différents. Étant donné que bon, quand on achète des objectifs qui sont russes, c'est moins cher que, disons, acheter des objectifs allemands. Ben là, je me suis tourné vers le russe. Puis, quand que j'ai compris que les objectifs de projecteur étaient encore moins chers, donc là, j'ai acheté des objectifs de projecteur. Puis, à ce moment-là, il fallait juste être capable de les adapter, finalement, sur un appareil numérique. Donc, je viens que vous montrer, je me suis demandé aussi qu'est-ce que ça pourrait faire, ce genre d'objectif-là qu'on utilise, mais en vidéo. Donc, je vous montre quelques secondes d'une vidéo, si je suis capable. Donc, je vous laisse la regarder un petit peu, là. Donc, imaginez voir un feu d'artifice comme ça, là, c'est quand même hallucinant, là. C'est pas commun. Ça, c'est vraiment juste la lentille qui est modifiée puis qui donne finalement cet aspect-là quand on filme quelque chose en mouvement. Mais ça, c'est normalement, c'est comme un feu d'artifice normal, mais c'est juste que quand on le filtre dans la lentille, ça donne ce résultat-là. Non, ça, c'est juste la capture. Ouais. Non, je traite rien en vidéo. J'étais bon avant, mais... J'ai la misère à faire marcher mon PowerPoint, là, fait que... ouais. Donc, c'est ça. Donc, quand on travaille dans cette direction-là, c'est sûr que essayer d'assembler en plusieurs verres dans une lentille, ben c'est que là c'est quand même difficile. Là, c'est des jeux de micromillimètres. Puis moi, avec mes gros doigts, là, ça marchait pas trop. Fait que j'ai décidé d'aller vers le monocle à ce moment-là. Donc, j'achetais des lentilles plus simples, russes. Puis, ben, j'enlevais des verres. Donc, c'est sûr que faire des captures à ce niveau-là, c'est que ça va ralentir en fait, tes prises de vue vont être un petit peu plus longues, ok? Parce que souvent, quand on rajoute des verres, la lumière va aller plus rapidement jusqu'à, disons, ton papier sensible ou à ton film ou à ton sensor. Mais là, ça peut être plus long, dépendamment qu'est-ce qu'on fait. Là, comme vous voyez en haut, c'est ça que quand on remonte l'objectif, ben bon, c'est ça. Il me restait des vis des fois là, dans les mains. Puis ça fait partie de l'expérience. Là. Il faut essayer de jouer dans cette direction-là. Puis, ben là, comme vous voyez, ben, ça matérialise un petit peu l'air. C'est du soft focus aussi. Donc, c'est quelque chose qui peut devenir intéressant si vous cherchez dans cette direction-là. Moi, c'était mon cas.
Et puis, ben ça, c'est une autre lentille que j'avais fait. Puis, c'était un objectif, finalement, de projecteur. Fait que, donc, au cégep, là, on commence à détruire tout ça, on scie à fond, puis en bout de ligne, ben, ça donne un effet qui est comme ça, là. Donc, il n'y a rien à rajouter dans Photoshop, là. C'est pas un montage, mais quand il y a des images qui sont comme ça, ben ça devient intéressant, là. Fait que ça, c'était des objectifs que j'achetais à faible coût. Comme je vous ai dit, entre 5 et 70 pièces sur eBay. Je les mettais sur un Sony A7. Puis, j'ai commencé à vouloir faire du portrait, construire des objectifs qui ont des qualités de flou, des effets tourbillonnants, parce que je trouvais ça plus intéressant. Puis en même temps, c'est que je me rapprochais un petit peu du Pedival de 1850 qui était à ce moment-là, là. Donc, ça, c'est la même lentille que juste celle-là d'avant, là. C'est la même chose, c'est juste que là, quand il n'y a pas de lumière, on est en plein jour, il y a cet effet de tourbillonnant, si on veut, là. Puis ça, c'est un autre projet là, que j'avais travaillé. Donc, au printemps, avec les fleurs, là. Donc, mes recherches, c'est sûr que ça m'a conduit à travailler le monocle, donc des lentilles avec un verre, des objectifs do-it-yourself, comme je vous ai dit, qui tient avec du tape, déformer les images, travailler les aberrations. Donc, moi, quand j'ai acheté mes objectifs, c'était toujours par rapport aux qualités de flou que je pouvais voir et non pas aux qualités de netteté. J'ai rencontré sur le net Andrius Mačiūnas, qui vient de Lituanie, Pierre Tizignan, qui m'ont vraiment aidé en tout cas, ils m'ont grandement éclairé là, pour comprendre en fait comment adapter ces objectifs-là, puis comment trouver des formules optiques. Parce que quand on est tout seul de son côté, c'est plus compliqué. Mais en même temps, c'est vraiment génial toute cette transmission-là de connaissances qu'on peut trouver sur les forums, surtout aujourd'hui. Fait que c'est pour ça que je suis allé dans cette direction-là. Puis, donc en 2017, j'étais engagé en fait en tant que professeur au Cégep Marie-Victorin. Puis c'est vraiment par l'enseignement, la transmission de connaissances que j'ai compris que la chambre noire, ça m'avait vraiment manqué. Fait que j'ai fait un retour vers ça parce que pour ceux qui en ont déjà fait, ben, vous savez que c'est vraiment penser d'une autre manière, c'est composer d'une autre manière. Puis on peut construire nos propres images, c'est bon. Donc, il y a quelque chose qui est peut-être plus artisanal qui m'intéressait. J'ai mis sur pied un club photo expérimental dans lequel je dirigeais finalement les étudiants. Donc, je voulais que finalement ils comprennent que la photographie argentique, expérimentale, c'est différent qu'essayer de rendre ces photographies parfaites derrière un ordinateur. Donc, l'argentique, c'était principalement ça que je voulais qu'ils touchent. Puis, ben, je voulais mettre l'avant la prise de vue, la débrouillardise, la créativité, l'accident, tout ça. Parce que, comme Man Ray l'a dit il y a un siècle, on a fait des progrès inouïs dans toutes les techniques photographiques, mais aucune dans la créativité. Fait que je voulais vraiment qu'on s'en aille dans cette direction-là avec ce club photo. Donc ça, c'est les deux photos qui sont ici. Parce que des fois, on manque de modèles. Fait que nos amis, les filles de mon frère, donc ça devient en fait des bons modèles, là. Fait que dans les cours que je donnais, que je donne toujours en photographie argentique, ben moi je mets à l'avant toute l'inventivité, les erreurs, l'instinct du photographe. Puis ça, je pense que vous l'avez deviné par rapport à tout ce que je peux vous montrer, là. Donc, c'est sûr que quand on s'en va dans cette direction-là, il y a plusieurs personnes qui m'ont aidé, qui m'ont donné des appareils Kodak Brownie là, de 1900 à 1960. Il y a Robbie Paquin qui est comme un spécialiste à Montréal qui répare beaucoup d'appareils, qui me dit
tu devrais faire le pas vers le moyen format, le 120 mm. Lui, il était beaucoup Hasselblad et tout. Puis là, ben, j'ai commencé à faire des expérimentations avec les Kodak Brownie, qui sont en fait les Kodak qu'on voit ici. Puis l'idée, ben, c'était de voir jusqu'où je pouvais aller, qu'est-ce qui pouvait sortir de là. Puis, ben, mes découvertes m'ont vraiment amené à fantasmer des épreuves en collodion humide. Donc, là, on est rendu en 2018. Donc, tout ce que je cherchais, ben, c'est sûr que je le trouvais en collodion humide. Donc, les appareils anciens, les flous, les effets tourbillonnants, la solarisation, les empreintes du temps, la main du photographe qui est visible. Donc, il y a eu 2 éléments qui ont été déclencheurs, qui m'ont incité à m'immerger complètement dans ce médium-là. D'abord, il y a eu Boris Peterlin. Donc, moi, j'étais fasciné par ses vidéos, pour ceux qui ne le connaissent pas. Lui, il insiste sur l'idée de l'artiste qui est prêt à tout faire pour vivre ses aventures amoureuses pour la photographie. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose parce que dans ses vidéos, on le voit à travers des longues péripéties en forêt. Il couche dans son Jeep. Il va traverser, en fait, avec sa caméra extra grand format, des marécages. Là, il s'en va à une place, puis finalement, il y a un arbre qui est tombé. Il sort sa chainsaw, il te coupe ça, il tasse ça. Donc, tu sais, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis sa philosophie, puis son processus artistique, ben moi, ça m'a rejoint. Je trouve que, tu sais, dans la vision que j'ai, puis tu sais, moi, essayer de construire des objectifs qu'en réalité, tout le monde s'en fout, mais c'est que là, je trouvais ça assez cool. Puis, à un moment donné, j'ai marqué sur les réseaux sociaux, je pense que je vais commencer le collodion humide grâce à Boris Peterlin. Puis là, il m'a écrit, il m'a dit « Hey, salut, je suis à Paris aussi. » Parce que j'étais à Paris quand j'ai marqué ça. On devrait se rencontrer. Fait que là, j'ai fait « OK, c'est sûr, viens-t'en, on va se voir. » Puis ça, c'est l'appareil qu'on voit dans le coin. Donc, c'est un petit appareil. C'est exactement l'appareil qui est dans la cage de verre. C'est un appareil qu'on pouvait acheter pas cher à ce moment-là, avant qu'il commence à faire toutes ses vidéos sur ça. Parce que sur Internet, tout le monde a commencé à en acheter, puis là, ça a fait monter les prix, on dirait. Puis on peut faire ce genre d'épreuves-là. Donc, c'est des 6x11. C'est quand même intéressant. Puis là, ben après, bon, c'est toute l'expérimentation que vous allez comprendre que je faisais par la suite. La deuxième chose qui m'a fait aller vers le collodion humide, c'est les photographies de Salimane. Donc, moi, j'ai été impressionné par l'exposition qu'elle avait faite à Jeux de Paume à Paris. Donc, ça, on est en même temps que quand j'ai rencontré Boris Peterlin. Fait que je trouvais ça quand même assez intéressant, ces photos, parce que sa recherche expérimentale, je voyais des similarités par rapport à ce que je faisais, le côté noir et blanc, puis tout expérimental, tous les trucs qui coulent, puis au niveau des chimies, puis tout ça. Fait que j'ai décidé de faire le saut. C'est sûr que quand on décide de faire le saut, il faut savoir si on aime vraiment ça, faire du collodion humide, parce que c'est quand même pas mal d'équipements à s'acheter. Donc, j'ai fait un atelier avec Marcelo Trochet, c'est un spécialiste de collodion humide à Montréal. J'ai fait 7 heures de formation avec lui, puis 2 profs du Cégep Marie-Victorin, parce qu'il fallait donner des ateliers à 3. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'y acheter un appareil qui était en vente, qu'il voulait vendre. Donc, c'était un appareil Eastman Kodak 2D, donc qu'on voit ici à gauche. Puis, j'en ai acheté un autre après, en 2020, un petit peu plus gros, donc un 8x10, donc un FKD qui est une caméra russe.
Fait que c'était un ancien collectionneur qui vendait son équipement. Fait que quand on essaye d'avoir des vieilles caméras comme ça, ben faut viser les collectionneurs parce que sinon tout est scrap. Là. Fait que faut toutes les remonter. Donc j'aimais mieux. En tout cas, il y avait un bon deal. Là. Puis à partir de ce moment-là, ben c'est que ça m'a pris 1 an tout trouver l'équipement pour pouvoir faire en fait du collodion humide. Il faut que tu construises ta chambre noire. J'ai fait ça chez moi. Faut que tu t'achètes, disons, les chimies. Faut que tu trouves où les acheter aussi. Les livres, des béchères, une tranche pour couper tes plaques. Puis les tranches à papier, ça marche moyen. Là. Fait que c'est pour ça que faut acheter des vraies tranches, les séchoirs, des lampes, des bacs. Donc, j'ai décidé de faire ma propre chambre noire au sous-sol, chez nous. Fait que j'ai arraché au marteau-piqueur un foyer. Puis, j'ai décidé de me plugger directement sur la cheminée à l'arrière pour que toutes les chimies puissent s'en aller par là. Du moins, en fait, la ventilation et tout. Ça, c'est le kit, normalement, qu'on doit avoir. Là. OK? Comme vous voyez, c'est des kits que moi, j'ai décidé de faire à la main, comme ça ici. Là. Ça, c'est ça. C'est ça. Parce que sinon, tu sais, les prix montent facilement, très rapidement. Là. Puis, l'idée, tu sais, c'est comme moi, disons, vous voyez, hein, il y a comme un séchoir, là, un petit peu à droite dans la deuxième photo. Là. C'est ça aussi. Quand on n'a pas d'argent là, au début, ben c'est sûr que parce que tout arrive en même temps, ben là, je prenais des boîtes d'œufs. Puis ça fait la même affaire. Donc, c'est comme ça qu'on se débrouille. Puis, ben c'est sûr que en travaillant en tant que professeur à Marie-Victorin, ça m'a permis aussi de m'adonner au collodion humide. Là, comme vous voyez, c'est un passe-temps qui coûte cher. Juste pour vous donner une petite idée, tu sais, des chimies, ça peut coûter 500 $, la caméra, tu sais, c'est 1000 $, un objectif, c'est 1000 $. C'est toutes des affaires d'il y a un siècle. Des béchères, tu sais, ben là, faut que tu trouves ça à bonne place. C'est à peu près 350 $. Tout faire ce studio-là, c'est 600. Donc, tu sais, au début, tu sais, il faut que tu aies... faut que tu sois intéressé, hein. Puis il faut que tu sois vraiment intéressé. Fait que j'ai fait ma propre chambre noire. Étant donné que j'arrêtais pas de me planter dans la chambre noire au cégep, j'ai décidé de ne pas faire une chambre noire sur toute une pièce. Fait que je me suis acheté une tente à potes. Puis j'ai tout mis à l'intérieur, donc le nécessaire. Entre l'électricité, les lampes, puis en collodion humide, ben, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas besoin de bouger beaucoup, autant que, disons, dans une chambre noire en argentique, par exemple. Fait que c'est ça. Puis, ça, c'est à ce moment-là, quand j'étais en rénovation chez moi. Là. Puis, c'est ça. Donc, je vais vous faire une démonstration pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça fonctionne, les différentes étapes. Là. Puis comme ça, ben, je pense que vous allez avoir une meilleure idée de tout le processus là, du début à la fin. C'est bon? Donc, ça, c'est une caméra 5x7 pouces. Donc, on fait des plaques qui sont des négatifs d'environ cette dimension-là. Quand on travaille comme ça, ben, c'est sûr qu'on peut acheter les plaques déjà coupées. Par contre, ça coûte vraiment plus cher. Donc, c'est mieux d'acheter, disons, des grandes plaques comme ça qu'on coupe à la maison avec une tranche. Fait qu'à partir de ce moment-là, dans des genres de grandes planches comme ça, si on veut, des grandes plaques comme ça, ben, on peut avoir à peu près 7 plaques comme ça. C'est de l'aluminium? C'est de l'aluminium. Donc, avant, en 1850, ils prenaient du verre. Puis avec le verre, c'est qu'il y avait différentes possibilités. C'est qu'on pouvait faire un négatif, puis à la fois un positif. Donc, c'était un négatif quand on regardait, disons, la plaque comme ça, mais si on le mettait sur un linge noir, oups, on tombait directement avec un positif.
Donc, quand que je travaille directement avec une plaque d'aluminium comme ça, ben, je tombe tout de suite sur le positif parce que c'est noir ici. Donc, je travaille avec ça parce que le verre est rendu trop cher. Puis, ben, je suis quand même gaffeux. Puis, j'ai peur de tout casser. Fait que, lui, j'échappe souvent mes plaques. Donc, ça va mieux avec l'aluminium. Quand on a ça, première chose qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on fait cette chimie de collodion humide. Quand on fait cette chimie-là, ça prend à peu près 4 jours avant qu'elle soit prête. Donc, il faut pas nécessairement la faire puis 1 heure après essayer de faire du collodion parce que ça va être trop sensible puis ça va changer tous les temps d'une prise de vue. Donc, c'est vraiment pas conseillé, je l'ai déjà fait. Faites pas ça. Donc, toutes les gaffes en collodion humide, je les ai faites. Donc, on prend son collodion, okay, qui est une chimie qui est jaunâtre, qui ressemble à une sorte de sirop. Okay, j'en ai pas apporté ici, là. Puis là, ben, il s'agit d'en mettre sur sa plaque. Donc, ça va comme... Le but, c'est de mettre du collodion partout sur sa plaque. Si on n'en met pas partout sur sa plaque, ça va donner des plaques un petit peu avec les coins ronds comme ça, sur les côtés. Donc, quand moi je commençais, ben, c'est sûr que c'est difficile au début, sans que ça coule partout, de réussir à mettre ça de manière égale. Okay? S'il y en a un petit peu plus à une place, c'est pas grave. Par contre, ça va nécessairement avoir une incidence sur les autres chimies qu'on va mettre par-dessus. Okay? Il y en a beaucoup qui vont nécessairement le couler comme ça, tenant la plaque comme ça. Donc, c'est pour ça que dans certaines plaques de collodion humide, on a comme une sorte de coin qui est comme en triangle. Là. Vous avez sûrement déjà vu ça. Là. Fait que l'idéal, c'est comme ça, mais au départ, c'est mieux comme ça. Puis après, elle est comme ça quand on a plus d'expérience. C'est bon? Quand c'est fait, on vient de couler le collodion humide, on peut faire ça à la lumière, cette étape-là. Après, on s'en va en chambre noire. En chambre noire, on a un bain d'une trappe d'argent qu'on tient en fait à l'abri de la lumière. Et puis, ben ça, c'était un bain que je m'étais fait. Donc, c'est nécessairement du plexi, ok, avec finalement une sorte de choses, support, qu'on descend nécessairement directement dans une trappe. C'est sûr qu'une trappe d'argent, qu'est-ce que ça fait? Ça va sensibiliser la plaque. Ça va permettre en fait d'avoir un négatif. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va nécessairement mettre sa plaque comme ça ou plus comme ça quand on va avoir quand on a moins de chimie. Et on va la descendre d'un coup directement dans une trappe d'argent en faisant attention pour pas que ça vole partout parce que vous allez comprendre, je vais vous le dire qu'est-ce que ça fait sinon. Ça s'attache beaucoup, puis c'est ça. Donc, on ferme ça pour pas qu'il y ait même des lampes rouges qui l'atteignent. On laisse ça pendant 3 minutes. Quand cette étape-là est faite, on ressort la plaque et à partir de ce moment-là, on peut la mettre dans un dos de caméra. Donc, un dos de caméra, ça ressemble à ça. Il y a 3 types de dos là, que j'ai apporté. Une 4x5, une 5x7, puis une 8x10. Il faut que vous puissiez voir en fait les différentes grosseurs. Plus qu'on va dans le plus gros, plus que ça prend de chimie, plus que ça coûte cher. OK? Donc, on travaille en 5x7, toujours en chambre noire. Donc, on va ouvrir le dos. Oups. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre la plaque face vers le bas, comme ça. OK? On peut enlever en fait le surplus de chimie et on referme le dos pour que ça soit hermétique à la lumière. OK? Qu'est-ce que ça va faire? C'est que quand on va mettre ce dos-là dans la caméra. Ici, c'est que quand on va être prêt, on va pouvoir enlever ça, puis la lumière va pouvoir être en contact directement avec la plaque. Et après, on va refermer pour que ça soit hermétique à la lumière. OK? Donc, quand on est prêt, avec ça, on s'en va directement à la caméra. OK? Là, je fais une coupure dans le temps.
Puis là, je vais vous montrer en fait comment ça fonctionne, parce qu'il faut être prêt, avant de faire ces étapes-là de chimie, il faut être prêt ici pour la caméra. Donc, l'idée, c'est qu'on a un sujet qui est ici, un modèle, puis la prise de vue va être différente si on est en studio ou à l'extérieur, au niveau du temps de prise de vue. Donc, qu'est-ce qu'on fait, c'est que on a une caméra ici, comme ça, OK? Non, c'est un petit peu, là, OK, bon, c'est mieux. Donc, à partir de là, c'est que c'est une caméra soufflet de 1920. Donc, plus on l'approche ou on recule, plus, ça, en fait, c'est une manœuvre pour trouver le focus. Donc, plus la caméra va être longue, plus on va se rapprocher, en fait, du sujet, disons, au niveau de son visage, quelque chose comme ça. Donc, plus on rapproche ça, finalement, vers le dos, plus ça va prendre de l'espace pour plus qu'on va avoir un plan large. OK? Donc, là, on va la laisser comme ça pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Première chose, c'est qu'on doit nécessairement faire le focus. C'est bien cool. OK. En plus, ça, je ne l'utilise jamais. Parce qu'en fait, je ne tourne pas ma caméra quand jamais. Fait que là, quand c'est fait, on met la lentille ici. Puis, c'est que, comme vous voyez, il n'y a pas de bouton comme un appareil numérique. Donc, il y a l'obturateur, c'est moi qui l'ai fait. Donc, ça, c'est l'obturateur. Fait que je l'ai fait avec un couvert de bol de crème glacée. Puis, l'idée, c'est que ça soit complètement hermétique à la lumière au niveau de la lentille. Donc, si on est à l'extérieur par une journée de beau temps, c'est sûr que ça va être entre 1 et 2 secondes pour la prise de vue. Si c'est nuageux, on peut tomber à 3 à 6 secondes. Si c'est vraiment nuageux, on peut monter nécessairement un petit peu plus. Ça dépend toujours, en fait, de l'ouverture. Moi, je laisse ça à la plus grande ouverture parce que des fois, ça peut être vraiment long, là. Puis, l'idée, c'est que en ayant, en fait, le diaphragme le plus ouvert possible, c'est que je peux avoir, en fait, des aberrations sur le côté de mon image. Donc, si on est en studio, par contre, si on n'a pas les bonnes lampes, si on a des lampes adaptées pour, disons, le numérique, ça peut prendre entre 2 et 16 minutes. Parce que j'avais ces lampes-là avant, c'est un peu long. Puis, si on a des lampes adaptées, donc avec des ampoules qui sont à peu près grandes comme ça, avec des UV dedans, c'est que là, on peut tomber entre 25 secondes allant jusqu'à peut-être 50 secondes, dépendamment en fait de l'ouverture qu'on va utiliser. Donc, plus on ferme l'ouverture, plus c'est long. Excuse-moi, la plaque là, qui est préparée, tu peux la promener pendant combien de temps on l'utilise? T'as pas bien de temps. Fait que ça, normalement, là, c'est fait avant de mettre tout ça dans la plaque. Quand tu es à l'extérieur, ouais. La partie chambre noire que tu fais pour développer pour mettre la truc dans le chat, c'est là tu fais pour. Ça prend, en tout, là, faire la prise de vue normalement, puis tout ça, là, ça peut prendre une demi-heure pour faire une photo. Et comment tu fais pour faire le transfert dans la chambre noire que tu fais en studio, puis pour aller mettre ta plaque, la préparer, puis. OK, ça, en fait, tu fais ça juste quand que ta caméra est prête. Puis, quand que tu es rendu là, c'est que tu vas mettre directement ça dans l'appareil, tu prends ta photo, puis tu retournes tout de suite en chambre noire pour faire ton développement. Parce que ça s'appelle collodion humide, faut que finalement, la chimie reste humide. Tu es obligé d'être proche de ta chambre noire. Ouais. Ou tu traînes une chambre noire. Faut que tu traînes ta chambre noire ou tu t'en fais une portative avec ta voiture, là. Une douche. Oui. Excuse-moi, tout à l'heure, tu as dit qu'il fallait faire ça 3-4 jours à l'avance. Le collodion, la chimie du collodion. Donc, si je comprends bien, tu as ta plaque d'argent, tu mets ton collodion, tu attends 3-4 jours, par la suite, tu vas tremper dans Non. ton sel d'argent. Non, en fait, c'est que juste la chimie, en fait, de collodion humide, tu la fais 4 jours à l'avance, puis quand tu la verses directement sur ta plaque, là, en fait, Donc, tu prépares ton mélange, c'est toi-même qui fais ta chimie. c'est ça. Par la suite, tu la verses dessus, puis là,
Donc, le temps entre le collodion sur la plaque et le temps de le mettre dans le sel d'argent, c'est 30 minutes, c'est ça? Non, c'est que directement quand que tu as mis en fait le collodion sur ta plaque, tu peux aller directement dans la chambre noire, puis faire, tu la trempes directement dans le sel d'argent, puis ça t'attend 3 minutes, puis après, ben, tu la mets dans ton dos, puis t'es prêt à faire la photo. OK, c'est pour ça que tu as acheté ce truc-là, parce que c'est portatif aussi. Fait que souvent, tu vas dans la forêt, tu amènes ton machin, tu fais tes affaires sur place, après ça, tu les mets dans ton appareil, puis tu prends ta prise de vue. Tu peux faire ça comme ça, ouais. Mais ça se transporte pas aussi facilement. Je suis en train d'en faire une portative pour que dans la voiture, justement, je puisse la laisser là. Puis là, en tout cas, avec plein de draps et tout ça. En tout cas, je ne vais pas embarquer dans ça. On vient ici. Donc, quand on était en studio, je vous ai dit un peu combien ça prend de temps. Fait que supposons qu'on est à l'extérieur. Donc, on fait, disons, 3 secondes pour faire une prise de vue. Qu'est-ce qui est intéressant avant de faire la prise de vue? C'est qu'il faut nécessairement regarder, faire notre focus ici. Là. Donc, c'est pour ça que si on est à l'extérieur, puis là, il y a plein de rayons de soleil qui viennent finalement sur votre verre, on ne verra rien. C'est pour ça qu'on utilise un drap comme ça. OK? Donc, un drap, moi, j'utilise un drap noir d'un côté que j'ai cousu, puis un de blanc de l'autre côté. Okay? Souvent, dans les vieilles photos, c'est rien que noir, mais c'est juste que quand il fait 25 degrés, puis là, tu es dans tout ton drap noir, là, tu sues, puis tu vois rien. Fait que, finalement, tu peux, en fait, te mettre en dessous ton drap, tu t'en vas en dessous, puis moi, étant donné que je suis à moitié aveugle, je prends une loupe, OK? Puis là, je la mets directement sur le verre, puis avec ces petits boutons-là, ici, j'ajuste finalement pour que ça soit vraiment au focus. Ça, c'est un dépoli. Hein? C'est un verre dépoli, exactement. Quand c'est fait, c'est que là, je suis prêt à prendre je suis prêt à faire ma prise de vue. OK? Donc, Oui, c'est ça. C'est parfait. OK, donc là, quand on est rendu là, c'est que on peut rentrer notre dos. OK, on revient à l'étal de tantôt. On peut la rentrer soit à la verticale, soit à l'horizontale. Là, dans ce cas-ci, vu que c'est déjà seté comme ça, on va la mettre à l'horizontale. OK, on rentre le dos. Ça, c'est quand on a fait tout le focus et tout. Et on enlève directement notre plaque d'aluminium ici. OK? Pour que finalement, la lumière, quand on va enlever ce bouchon-là, aille directement partout sur la plaque, puis on puisse faire la photo. Excuse-moi, j'ai une question par rapport au chimie. Tantôt, tu disais, si quand tu viens pour mettre ta plaque dans ton dos, là, que là, tu peux enlever l'excès de chimie. À l'arrière de la plaque. Ouais, c'est ça. Mais là, tu dois comme. Ah, faut que t'aies des gants, là. Ouais, tu dois être comme beurré, puis même, je veux dire, quand tu mets ça là, il n'y a pas des fois un peu de chimie. Non, quand c'est dedans, il n'y a pas de chimie. OK. Fait que. Ton dos, il vient pas tout plein de beurre. Ouais, à la longue, c'est sûr. Ça, là, c'est une technique que tout peut crotter facilement, partout. Il faut avoir vraiment des gants parce que si le collodion touche tes doigts ou le sel d'argent, tu vas avoir les dents, pas les dents, les doigts, OK, qui vont devenir bruns, OK, vraiment foncés pendant 4 jours. OK? C'est vraiment pas beau là, à voir, là. Fait que c'est mieux d'avoir des gants, mais les gants finissent toujours par percer. Fait que c'est... Donc, quand on est prêt, on fait la photo. Donc, on se prépare pour que on se prépare pour faire rentrer la lumière. Donc, supposons que c'est 3 secondes d'exposition. Donc, on calcule 3 secondes. On dit une banane, 2 bananes, 3 bananes. On referme. L'exposition est finie. OK? Il ne faut pas oublier de remettre la plaque d'aluminium. OK? Puis ça, si vous l'oubliez, ben là, vous êtes obligé de recommencer au complet. On enlève finalement son dos et on retourne directement en chambre noire. En chambre noire, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on ouvre son dos. OK? Là, on prend sa plaque, comme ça, sans toucher.
nécessairement avec les doigts. On s'en va directement mettre ça dans un bac, comme ça ici. Puis là, on a une chimie, OK, qui est 7 ml, qu'il faut remplir sur toute cette plaque. Cette grandeur-là, ça prend 7 ml. Je peux vous dire qu'au début, vous ratez toutes vos plaques à cause de cette twist-là que vous faites. Là. Donc, il s'agit nécessairement de faire une petite twist pour que la chimie tombe dessus. Si ça tombe en moitié à côté, vraiment plate, mais tu recommences tout le processus. OK? Bon, il y a une autre manière aussi, on met plus de chimie. Mais bon, ça coûte cher ces chimies-là, fait que tu t'arranges pour avoir la twist assez vite. Mais au début, c'est sûr que si vous commencez, vous allez rater 5 plaques au moins pour en avoir une de bonne. Moi, avec le club photo, ben, je prenais mes étudiants, je leur montrais ce processus-là. Des fois, il faut être modèle pendant 4 heures, puis je ratais toutes mes plaques. Puis bon, à un moment donné, un étudiant, ça se tanne, là. Bon, c'est plate finalement, l'explosion. Fait que là, finalement, dès qu'on a mis la chimie de révélateur, c'est que, qu'est-ce qu'on fait, c'est que là, on la bouge pendant 15 secondes pour faire apparaître l'image. Okay? Si finalement, vous avez finalement trouvé que c'est le bon temps, hein? Parce que ça, si c'est pas le bon temps, surtout en studio, là, parce que tu sais, des fois, quand tu te trompes et tu te dis, ça va être 20 secondes, mais en réalité, c'est 47 secondes, mais là, tout est trop noir, tout est. Bon, bref, vous savez un peu comment ça marche. Fait qu'à partir de ce moment-là, quand c'est fait, on met ça dans un bain d'arrêt, la plaque, on la prend rapidement, on la met dans un bain d'arrêt qui est de l'eau, juste de l'eau. On la rince 2 fois pendant 30 secondes, puis la chimie est complètement enlevée et on a un négatif. OK? Qu'est-ce qu'on fait? On peut sortir à partir de ce moment-là de la chambre noire, puis on est prêt à la mettre directement dans du fixateur. Le fixateur, vu que c'est une plaque d'aluminium avec un fond noir, ça va faire apparaître directement la photo en positif. Donc, il y a 2 types de fixateurs. Il y a un fixateur que je nomme qui tue, puis il y en a un autre qui est un petit peu plus lent. Celui qui tue, OK, c'est en fait, c'est parce que si jamais tu as une petite, une petite coupure, là, puis le fixateur, cette chimie-là, s'en va sur ton doigt, là, même si tu as des gants, ben ça rentre dans le sang, tu meurs, ça ne prend pas de temps. Fait que moi, je prends pas celle-là, parce que de toute façon, je fais des rénaux chez moi, puis je suis tout le temps coupé de partout. Fait que je prends l'autre fixateur qui tue pas, fait que ça me prend juste 2 minutes à la place que ça prend 30 secondes. Donc, je passe le fixateur, puis à partir de ce moment-là, ça fait apparaître directement la photo en positif. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend un séchoir. Donc, c'est comme un. C'est ce que je vous disais, c'est soit en fait un contenant à eux ou en fait un truc pour faire sécher, pour faire égoutter l'eau. On le laisse là pendant à peu près 1 heure, okay? Dépendamment en fait comment c'est humide chez vous. Quand c'est fait, on est prêt à mettre on est prêt à mettre le vernis, c'est ça. Le vernis. Donc, on est prêt à faire le vernis. C'est un vernis qu'on fait soi-même. Puis là, à partir de ce moment-là, le vernis, c'est sûr qu'avant de le mettre, quand on le fait, il faut le passer, il faut vraiment le passer à la passoire plusieurs fois. Pourquoi? Ou plus, disons, en passoire, tout ça. Parce que les vernis, il y a plein de mouches là-dedans, plein de cochonneries, tout ça. Fait qu'on ne veut pas que ça se ramasse sur sa plaque. Quand le vernis. La résine? Ouais, c'est ça. Puis là, quand on l'a mis, c'est qu'on a nécessairement une plaque qui peut durer environ 140 ans, peut-être plus, si le vernis est bien fait, là. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, en gros, c'est pas mal ça, les étapes. Ça peut être quand même, c'est vraiment le fun. L'étape la plus, l'étape qui est la plus fun, c'est le fixateur quand tout apparaît.
c'est là, en fait, l'émerveillement ou la déception. Ben voilà, c'est ça. Fait que c'est ça. Je vais vous montrer un petit peu. Donc ça, c'est quand on met le collodion. On met ça dans le dos. Il ne faut pas oublier aussi, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est que le modèle est à l'envers quand on le regarde dans le verre. Là. Puis, à partir de ce moment-là, je vous montre qu'est-ce que c'est quand on met le fixateur sur la plaque. Au début, hein, tout le monde avait peur de tout. Fait que j'ai décidé d'installer un appareil à soufflet devant un ordinateur pour faire des représentations au collodion humide de clichés numériques que j'avais fait dans le passé. Donc j'ai repris une production que j'avais jamais présentée à personne entre 2007 puis 2015. Puis comme ça, ben, j'arrimais des procédés antiques avec la technologie d'aujourd'hui. C'était un petit peu ça l'idée. Puis en moyenne, mes prises de vue étaient entre 2 minutes et 20 minutes. Okay? Quand on met le fixe puis tout, ça me prenait à peu près 30 minutes la photo. Là, ça va un petit peu plus vite quand on est vraiment tout seté puis tout le studio est prêt. Bien là, ça peut être entre 15-20 minutes, mais à ce moment-là, ça dépend toujours qu'est-ce qu'on prend comme photo. Là. Donc, c'est pour ça que je dis que quand je travaille la photographie, je fais de la slow photographie. Donc, j'enregistre plus des durées que des moments ou des instants comme on pourrait le faire avec un appareil argentique ou numérique. Donc, l'écriture du temps, c'est sûr, est visible. Le collodion qui coule sur la plaque, qui va sécher avec la durée, les chimies qui vont changer de couleur dépendamment en fait de la température, si c'est humide, s'il fait froid, si les chimies sont vieilles ou quelque chose comme ça. Donc, tu peux jamais vraiment faire 2 fois la même photo. Surtout, ben, la difficulté, c'est quand on assemble des photos ensemble, comme un peu ici, là, avec un 4 plaques ou un 2 plaques. Ça peut être difficile d'avoir les mêmes densités, hein, si on veut, ou les mêmes contrastes. Même si on utilise les mêmes temps, puis c'est 2 minutes plus tard, ben pas 2 minutes plus tard, mais 1 heure plus tard. Donc ça peut jouer tout ça. Fait que, comme je vous ai dit, j'attends toujours l'émerveillement après. Ça dépend. C'est comme une grosse sérendipité là, du moment. Là, donc, Excuse-moi, est-ce que tu t'aides à grosse light des fois? ça marche moyen, ça. C'est ça que j'utilisais au début. Puis, il faut vraiment que tu développes ton œil par rapport à la lumière. Fait que, tu sais, des fois, on peut se dire, OK, comme aujourd'hui, c'est comme une journée qui est plus nuageuse. Donc, on va dire que on va mettre beaucoup plus de temps au niveau de la prise de vue. Supposons que c'est avec une ouverture de 3.4. Ben, c'est sûr que ça peut prendre quasiment... c'est pas évident. Au début, là, j'utilise pas de pose-mètre. Pourquoi Ouais. ça marche pas? Parce que, je sais pas, c'est la chimie. Moi, j'ai raté beaucoup de plaques avec le pose-mètre. Maintenant, j'ai développé... Je regarde, en fait, le soleil, je regarde la température, puis je sais que c'est environ 30 secondes. Donc, ta première plaque, souvent, tu la rates. Puis après, ben, c'est sûr, ces plaques-là, tu peux les réutiliser en enlevant les chimies, en faisant attention. Mais ça peut prendre souvent en moyenne 3 plaques pour en réussir une, pour trouver le bon temps. Fait que... Est-ce que vous avez d'autres photos? Pas d'autres photos, d'autres questions? Ça,